J'ai sauvé la jeune Apache de la noyade, et depuis elle ne cesse de me suivre partout. Chaque matin, elle se tient là, immobile comme une statue taillée, à exactement 9 mètres de ma cabane, sans un mot, sans un geste, depuis 17 jours. Je l'ai tirée du courant furieux quand elle aurait dû se noyer. Une personne ordinaire aurait dit merci, peut-être offert un présent, puis serait retournée à sa vie. Mais Ayana n'est pas ordinaire. Elle me suit au marché, toujours à 9 mètres derrière. Elle me suit jusqu'à la rivière, à la même distance. Elle me suit chez les voisins, comme s'il existait entre nous une corde invisible qui ne peut ni se tendre ni se relâcher. Jamais elle ne se rapproche, jamais. C'est comme si elle obéissait à une règle mystérieuse. Hier, j'ai tenté d'aller vers elle. À chaque pas, elle reculait d'un pas, maintenant implacablement cet écart, ses yeux sombres me scrutant avec un savoir que j'ignore. Madame Patterson, à la boutique générale, s'est signée en nous voyant. Cette Apache, murmura-t-elle, elle ne te suit pas. Boone, elle gare quelque chose. Mais quoi? Et pourquoi exactement 9 mètres? La nuit dernière, j'ai trouvé une plume d'aigle sous mon seuil. Ce matin, 2. Ce soir, 3. Quelque chose se trame, quelque chose qui a commencé au moment précis où je l'ai tirée de la rivière et où nos regards se sont croisés. La question qui m'empêche de dormir n'est pas pourquoi elle me suit, mais ce qu'elle attend. La 4e plume est apparue pendant que je nourrissais les chevaux. Aucun pas, aucun bruit. Soudain, sur le poteau de la barrière, une plume intacte, noire au bout, parfaitement posée. Ayana se tenait à sa place habituelle, 9 mètres plus loin, m'observant la découvrir. Son expression demeurait inchangée, mais dans ses yeux, une attente. Je m'approchai, pris la plume, la lui montrai. Elle inclina la tête, premier geste depuis des jours. Un instant j'ai cru qu'elle parlerait, romprait le silence de plus de 2 semaines. Au lieu de cela, elle leva la main et pointa vers la rivière, la même où je l'avais sauvée. « Tu veux que j'aille à la rivière » criai-je. Elle ne répondit pas, mais sa main resta levée. Le vent se leva, faisant frémir les peupliers portant l'odeur de pin et d'eau fraîche. Au loin, un faucon décrivait des cercles, son cri résonnant dans la vallée. Je glissai la plume avec les autres dans ma poche et pris le sentier de la rivière. Derrière moi, j'entendis le pas feutré de mocassins. Elle suivait, maintenant toujours la distance. La berge avait changé. Plus haute, gonflée par les pluies, le courant plus rapide, plus dangereux. Près de l'eau, quelqu'un avait empilé des galets en une spirale menant au point le plus profond. Je n'avais jamais vu un tel motif. « C'est toi qui as fait ça ?» demandai-je en me retournant. Ayana n'était plus à 9 mètres, elle se tenait au bord de la spirale, pieds nus sur la première pierre. Pour la première fois, elle avait rompu la règle. Elle posa la paume sur la pierre centrale, leva les yeux et parla, sa voix grave après 17 jours. « Tu as sauvé la mauvaise personne. » Ces mots me glacèrent. Je l'avais tirée de la mort, il n'y avait pas d'erreur. « Je ne comprends pas, » dis-je en avançant. Elle recula aussitôt pour rétablir la distance, mais son regard accrocha le mien, empli d'une peur qui n'était pas de moi, une peur liée à la spirale, aux plumes, à ce qui s'était réellement passé ici. « Mauvaise personne », répéta-t-elle, presque en chuchotant. « Maintenant la dette te suit. »« Quelle dette ?» demandai-je, mais elle s'éloignait déjà, disparaissant derrière les hautes herbes de la rive. Je restai figé devant la spirale, incapable de comprendre. Chaque pierre, lisse et choisie, semblait un message attirant le regard vers le courant profond, l'endroit même où je l'avais trouvé. Cet après-midi-là, je rentrai en ville, les plumes pesant dans ma poche. À l'épicerie, les conversations cessèrent net. Madame Patterson leva la tête, le front inquiet. « Cette Apache te suit encore ?» « Elle garde ses distances, » répondis-je, sans savoir pourquoi je la défendais. « Distance ou pas, les gens parlent » cracha Henrik Larsson dans le crachoir. « Une Apache n'agit jamais sans raison. »« Elle te marque pour quelque chose » dit Madame Patterson plus bas. Mon cousin a vécu près de leur territoire, racontait que lorsqu'on sauve une vie Apache, on devient responsable de tout ce que fait la personne sauvée, dette, obligation, ennemi. Un frisson me parcourut. Cela n'a pas de sens. Au contraire, dit Henrik, on interfère avec un destin, on en fait partie. Je fis mes achats en silence, l'esprit en tumulte. Dehors, Ayana m'attendait, exactement à 9 mètres de mon cheval. Elle me regarda charger les sacoches, impassible. En selle, j'entendis sa voix encore. Tu poses les mauvaises questions. Dis-moi les bonnes alors. Elle secoua lentement la tête. Tu ne peux pas demander. Tu dois voir. Puis elle s'éloigna, non vers la rivière, mais vers l'ancien sentier minier, celui que plus personne n'empruntait, menant aux concessions abandonnées et aux cabanes désertes des chercheurs d'or désillusionnés. J'aurais dû rentrer, m'occuper du bétail,
réparer les clôtures. Mais je suivis ce chemin, poussé par une force que je ne pouvais nommer. Le soleil se couchait quand j'atteignis la première cabane. Ayana se tenait près d'elle, assez proche pour que je distingue les perles de sa robe, le bracelet d'argent à son poignet, la façon dont ses cheveux sombres prenaient la dernière lumière. « Ici » dit-elle en montrant la porte de bois. Je mis pied à terre. Un nom y était gravé, Maria Santos 1847. Sous le nom, des entailles plus fraîches. Elle devait se noyer. Le bois rugueux sous mes doigts portait la trace d'une main récente. Quelqu'un savait pour Maria Santos ce qui s'était produit en 1847. Qui était-elle? Demandai-je. Mais Ayana s'était déjà reculée à 9 mètres, la brève proximité envolée. Elle ne répondit pas. Elle marcha vers un vieux puis près de la cabane et m'invita d'un geste à la suivre. Le couvercle de bois avait pourri depuis longtemps, ne laissant qu'un cercle de pierre et un trou noir plongeant dans l'ombre. Maria Santos vivait ici, dit Ayana, sa voix claire dans le silence du soir, femme mexicaine mariée à un prospecteur. Il s'appelait James Santos, dit-elle, et ils avaient un bébé. Elle s'interrompit, le regard perdu dans l'obscurité du puits. L'enfant mourut de fièvre durant l'hiver cruel. J'imaginais l'isolement, le froid, une femme en deuil tandis que son mari creusait les filons. Que lui est-il arrivé? Elle entra dans la rivière volontairement, voulant rejoindre son bébé. Les yeux d'Ayana croisèrent les miens. Mais ce jour-là, l'eau était trop basse, le courant trop faible. Elle survécut. Peu à peu, les pièces du puzzle prenaient une forme qui me glaçait. Quelqu'un avait voulu l'aider à mourir, les esprits de la rivière devaient la prendre. C'était l'accord. Ayana secoua la tête, mais un homme blanc l'a trouvée. La sortie de l'eau a tout changé. Un frisson, sans rapport avec la fraîcheur du soir, me traversa. Qui l'a trouvé? Ton grand-père? Le choc fut physique. Ezra Delaney, le fondateur de mon ranch, n'avait jamais parlé de ça, jamais beaucoup de ses débuts. Pourtant, je me souvenais des récits de mon père. Ezra avait trouvé une Mexicaine à demi morte au bord de la rivière, l'avait soignée et l'avait travaillée pour la famille des années avant de disparaître. Maria Santos a travaillé chez vous 23 ans, confirma Ayana. Elle cuisinait, nettoyait, s'occupait du bétail. Elle n'a jamais parlé de ce qui s'était passé. Mais la dette a suivi ton grand-père jusqu'à sa mort, puis ton père, et maintenant toi. Impossible. Mon grand-père a fait une bonne action. Il a changé le destin, se rendant responsable de tout ce qu'elle ferait ensuite. Ayana se mit à tourner lentement autour du puits. Maria Santos eut 3 autres enfants. Ils vécurent parce qu'elle avait survécu. L'un d'eux fut ma grand-mère. Ma gorge se serra. Tu es son arrière-petite-fille. Maria Santos aurait dû mourir dans la rivière. Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants n'auraient jamais dû exister. Mais nous existons parce qu'Ezra Delaney a interféré. Les implications me submergèrent comme le courant même. Alors quand je t'ai sauvé, j'ai sauvé quelqu'un qui n'aurait pas dû exister. Tu as rendu la dette plus forte. Tu es responsable, non seulement pour moi, mais pour toute ma lignée. Elle s'arrêta face à moi. C'est pour cela que je te suis. Je ne suis pas reconnaissante. Je suis lié. Au loin, des sabots résonnèrent, plusieurs cavaliers montant rapidement le sentier minier. Ayana les entendit aussi et s'approcha, rompant pour la 2e fois la règle des 9 mètres. « Ils viennent pour toi, » dit-elle avec urgence. « Les gens de la ville. Ils croient que je te porte malheur. » À travers les arbres, je vis des lueurs de torchers, entendis des voix en colère, mon nom puis le sien, le mot « sorcière » porté par le vent. « Il faut partir » dis-je en tendant la main. Elle recula. Ne pas toucher, cela rend le lien plus fort. Alors reste à 9 mètres derrière et cours. Nous nous mîmes à courir dans la forêt, la poursuite la plus étrange de ma vie, moi en tête, elle exactement à 9 mètres, glissant entre les branches sans bruit. Les voix se rapprochaient, le cri de Henrik Larsson déchirant la nuit. Delaney, amène cette sorcière ici tout de suite. Je connaissais ces collines mieux qu'eux, les sentiers de cerf, les ravins cachés. Mais Ayana les connaissait autrement, se mouvant comme une ombre, sans rompre un seul branchage. Nous atteignîmes un promontoire rocheux dominant la vallée. En bas, je voyais la lumière jaune et chaude de ma maison, si proche, mais impossible de traverser la pente à découvert sans être vu. « Pourquoi t'appelles-ils sorcière ?» chuchotai-je pour qu'elle m'entende. Je sais des choses, les plantes de guérison, les signes du temps, l'eau la plus pure. Les Blancs craignent ce qu'ils ne connaissent pas. Sa voix portait la fatigue d'être sans cesse incomprise. Madame Patterson disait que tu gardais quelque chose. Je te garde de rendre la dette pire. Chaque jour tu ne comprends pas, tu risques davantage. Aujourd'hui tu as touché le puits où Maria Santos puisait l'eau, la porte où elle grava son nom. Tu as renforcé le lien.
Je me tournai vers elle, veillant à garder la distance. Au clair de lune, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable que l'ombre qui m'avait suivi des semaines. Que se passe-t-il si la dette se renforce? Ta lignée deviendra responsable de la mienne pour toujours. Tes enfants, leurs enfants, liés à protéger les miens jusqu'à ce qu'une lignée s'éteigne. Voilà pourquoi ils me craignent. Pas parce que je suis sorcière, mais parce que je peux réclamer ta terre, ton héritage, tout, simplement en existant. Des sabots frappèrent la pierre en contrebas. Ils avaient trouvé le sentier principal et se dirigeaient vers Montrance. D'autres torchers brillaient près de ma grange. Ils croient que tu m'ensorcelles. Aucun sort, juste une vieille loi, une vieille dette. Elle s'avança un peu, assez pour que je voie clairement son visage. Mais il existe un moyen de rompre le lien. Comment? Je dois sauver ta vie à mon tour. La dette s'annule. Ou je dois mourir, et la dette meurt avec moi. Ces mots me transpercèrent d'un choc inattendu. Après ces semaines à l'observer, je découvris en moi un attachement plus profond que je ne voulais l'admettre. Il doit y avoir une autre voie. Il y en a une, mais tu ne l'aimeras pas. Avant que je puisse demander, un coup de feu résonna dans la vallée, puis un autre. Des éclairs jaillirent près de ma maison, suivis du fracas du verre brisé. Ils détruisent ta propriété parce qu'ils croient que j'étais maudit, parce qu'ils redoutent ce que le lien signifie pour toute la ville. Ayana se redressa, la décision prise. J'irai leur dire que je pars, que je ne reviendrai jamais. Non. Le mot me surprit par sa force. Tu n'es pas responsable de leur ignorance. Je suis responsable de la dette qui t'apporte des ennuis. Elle se mit à descendre vers les lumières et les voies, ni en fuite ni en crainte, mais d'un pas ferme, comme quelqu'un qui a choisi l'impossible. 30 pieds devant moi cette fois, elle menait, et je la suivais. Je la rejoignis à la distance prescrite, calant mon pas au sien. S'ils te croient lié à moi, ils te blesseront. Qu'ils essaient? Elle s'arrêta, se retourna. Pour la 3e fois ce jour-là, elle brisa la règle, s'approchant assez pour que je sente l'odeur de sauge de ses cheveux, la chaleur de son souffle dans l'air froid. Pourquoi fais-tu cela? La dette n'est pas ton choix. Je plongeai dans ses yeux sombres et compris enfin ce que je refusais d'admettre. Peut-être que la dette n'était pas mon choix, mais ce qui lui arrivait, oui. En bas, un autre coup de feu, puis le bois éclata. Nous descendîmes ensemble, elle maintenant malgré toute la distance, même vers le danger. En sortant de la lisière, l'effet fut immédiat. Les hommes autour de ma grange agitèrent. Henrik Larsson leva son fusil, 3 autres l'imitèrent. « Ça suffit, Delaunay !» cria Henrik. « Éloi et cette sorcière ou nous le ferons pour toi. »« Ce n'est pas une sorcière, répondis-je, bien en vue. Elle suit simplement les coutumes de son peuple. Des coutumes qui ont rendu ton bétail malade, vidé ton puits et apporté le malheur à toute la vallée. » Madame Patterson apparut derrière la grange, une torche jetant sur son visage des ombres déformées. Depuis qu'elle te suit, rien ne va plus. Je regardais ces hommes que je connaissais depuis des années, voisins, amis, et ne vis plus que la peur. Elle les transformait en étrangers, et la peur les rendait dangereux. Le bétail est malade à cause du mauvais grain du moulin Morrison, dis-je d'une voix ferme. Le puits s'assèche parce qu'il n'a pas plu depuis 6 semaines. Rien de tout cela n'a à voir avec Ayana. Alors pourquoi ne te quitte-t-elle pas? Hurla Henrik. Pourquoi te suit-elle comme une malédiction? Je jetai un coup d'œil vers Ayana, immobile à exactement 9 mètres derrière moi, impassible malgré les fusils braqués. Elle hocha imperceptiblement la tête, m'autorisant à expliquer. Sa famille croit qu'elle doit la vie à la mienne. Une vieille dette depuis mon grand-père. Dans leur culture, sauver une vie vous lie à elle. C'est pour cela qu'elle me suit. Parce qu'elle croit qu'elle doit protéger ma famille. Nous protéger de quoi? Demanda Madame Patterson, la voix chargée de soupçons. De refaire 2 fois la même erreur, répondit Ayana, sa voix claire portant dans la cour, la première fois qu'elle parlait depuis notre descente de la colline. Boone Delaunay m'a sauvé la vie. Je veille à ce qui n'ait jamais besoin d'être sauvé. Henrik éclata d'un rire sans joie. Vous croyez qu'on va avaler qu'elle te suit juste pour te protéger? Regardez autour de vous, dis-je en montrant les vitres brisées, les planches éclatées, la clôture renversée. Qui a besoin d'être protégé? Et de qui? Le silence tomba un instant. À la lueur des torchers, les dégâts qu'ils avaient causés semblaient pires encore. Leur peur les avait poussés à détruire ce qu'ils prétendaient défendre. Elle doit retourner auprès des siens, déclara enfin Madame Patterson. Cette histoire de dette, de filature, ce n'est pas naturel, ce n'est pas chrétien. Elle ne fait de mal à personne. Elle te fait du mal à toi, gronda Henrik en avançant, son fusil toujours levé.
Regarde-toi, tu la défends au point de perdre tout bon sens. Je sentis Ayana se tendre derrière moi, prête à bouger. La distance de 9 mètres me parut soudain un océan. Et si je ne veux pas qu'elle parte? Les mots me surprirent autant qu'eux. La question resta suspendue comme la fumée des torchers. Le visage de Henrik se durcit. Je vis son doigt se resserrer sur la gâchette. Alors tu l'as choisi plutôt que les tiens. Ça te rend aussi dangereux qu'elle. Le face-à-face se tendit comme une corde d'arc. Puis Ayana fit quelque chose d'inattendu. Elle avança, rompant la distance pour la 4e fois. « Attendez, dit-elle d'une voix qui imposa le silence. Je vous dis comment briser la dette, comment me faire partir pour toujours. Elle s'arrêta juste derrière mon épaule gauche, plus près qu'elle ne l'avait jamais été en dehors des moments de crise. Je sentais la chaleur de sa présence, l'odeur de sauge et de cuir qui lui appartenait. Boone Delaney doit sauver ma vie en retour. Dette égale, dette annulée. Alors je peux rentrer chez moi et lui sera libre. Madame Patterson abaissa légèrement sa torse. Sauver ta vie? Comment? C'est entre lui et moi, répondit Ayana d'un ton sans appel. Mais ce doit être un vrai danger, un vrai sauvetage. Henrik n'était pas convaincu. Et comment être sûr que tu ne reviendras pas, que cette histoire n'est pas une ruse? Parce que mon père est Joseph Roningberg, homme médecine de notre clan. Il sera témoin de la rupture. Après cela, aucun des miens ne pourra réclamer le sang ou la terre des Delaney. Elle marqua une pause. Nous voulons en finir autant que vous. Je me tournai vers elle, son profil découpé dans la lumière vacillante. Quel vrai danger! Que as-tu prévu? Son regard me serra le cœur. La rivière où tu m'as trouvé. Le courant est fort à cause de la neige des montagnes. J'entre dans l'eau, tu m'en sors. La dette est rompue. Ce n'est pas te sauver, c'est te mettre en péril. Le risque doit être réel, sinon la dette demeure. Sa voix était ferme, mais je perçus un frémissement. Demain matin, avant que le soleil ne soit haut, vos gens pourront regarder pour attester que la dette est brisée. Les hommes murmurèrent, séduits par la clarté de la proposition. Un acte net, une fin visible. Et si quelque chose tourne mal? Alors la dette sera autrement. Mais tu me sauveras, Boone Delaney. Tu es bon nageur, bon pour sauver ceux qui ne devraient pas l'être. Henrik abaissa lentement son fusil. Demain matin, nous serons là. Et quand ce sera fini, tu rentres chez toi et tu ne reviens plus. Quand ce sera fini, je suis libre de choisir où aller. Corrigea Ayana. Le sang subtil m'échappa moins qu'à lui. Elle ne promettait pas de disparaître, seulement la fin de l'obligation. Peu à peu la foule se dispersa, l'angoisse retombant. Ayana reprit sa distance, mais l'espace entre nous semblait différent, plus fragile. Ton père viendra vraiment? À l'aube. Il veut cette dette morte autant que quiconque. Elle regarda la rivière où la lune dansait sur l'eau. Il a vu 3 générations de notre famille liées à la tienne. Il est las. Je crus qu'elle ne répondrait pas quand je demandai ce qui se passerait après. Enfin, sa voix, douce comme le vent dans l'herbe. Après-demain, si je reste près de toi, ce ne sera pas par devoir, mais par choix. L'aube arriva grise et froide, la brume montant de la rivière comme des fantômes de la nuit. Je me tenais sur la berge où je l'avais sauvée, regardant le courant gonflé par la fonte des neiges, plus rapide, plus traître. La spirale de pierre qu'elle avait formée des semaines plus tôt demeurait à moitié submergée. Joseph Roningberg arriva lorsque le soleil franchit les collines de l'Est. Grand, marqué par les ans, les cheveux noirs striés d'argent, le regard vif. Il portait une besace de cuir et les habits traditionnels qui le désignaient clairement comme Apache, mais me salua dans un anglais parfait. « Tu es le petit-fils d'Ezra Delaney. Ton grand-père était un homme bon, têtu mais bon. » Il m'examina avec l'intensité que j'avais apprise d'Ayana. Cette dette pèse sur nos 2 familles depuis trop longtemps. Les habitants commencèrent à se rassembler vers cette heure, gardant leur distance mais attentifs. Henrik Larsson se tenait bras croisés, sceptique mais curieux. Madame Patterson serrait son châle contre le froid, le visage partagé entre inquiétude et soulagement. Ayana fut la dernière à descendre le sentier, d'un pas mesuré, mais aujourd'hui elle ne s'arrêta pas à 9 mètres. Elle vint droit vers nous, rompant complètement la règle de distance. « Le courant est fort, » dis-je en observant l'eau tumultueuse. « Plus fort qu'auparavant. » « Il doit y avoir un vrai danger, » répéta-t-elle. Joseph Roningberg ouvrit sa besace et sortit 4 plumes d'aigle, les posant en un dessin qui rappelait la spirale de pierre dans l'eau. Elle représente 4 générations de dettes, Maria Santos, sa fille, ma femme qui fut sa petite-fille, et Ayana. Quand la dette sera rompue, les plumes iront à la rivière, emportées par le courant. Je compris le symbole,
mais la réalité me serra l'estomac. La rivière, déjà périlleuse, semble être tresse aujourd'hui. Il doit y avoir une autre manière, insistai-je. Ayana secoua la tête. C'est la seule qui honore nos deux traditions. La voie apache exige l'équilibre, l'échange égal. La tienne exige une preuve que les étrangers peuvent voir. Celle-ci donne les deux. Elle ôta son vêtement extérieur, ne gardant qu'une simple robe pour bouger librement. L'air froid fit lever la chair de poule sur ses bras nus, mais elle ne fléchit pas. Quand je disparais sous l'eau, compte jusqu'à 10 avant de plonger. Ordonna T.L. Cela doit paraître réel, être réel. Mais n'attends pas plus longtemps. Joseph Roningbert commença à parler en apache, des mots que je ne comprenais pas mais qui portaient le poids d'un rituel. Ayana ferma les yeux, écouta, puis les rouvrit, me regarda droit. Après aujourd'hui, plus de suivi, plus de dettes, plus rien. Après aujourd'hui, nous choisirons nous-mêmes la suite, dit-elle en soutenant mon regard de ses yeux sombres. Puis elle se tourna et entra dans la rivière. Le courant happa Ayana aussitôt, l'emportant plus vite que je ne l'avais imaginé. D'abord, elle ne lutta pas, se laissant porter vers le chenal le plus profond, là où l'eau roulait sombre et dangereuse. Je comptai mentalement. 1, 2, 3, sa tête brune oscillait dans le flot. À 5, elle disparut sous la surface. À 8, elle n'était toujours pas remontée. Je plongeai sans attendre 10. L'eau glaciale des montagnes me frappa comme un choc physique, m'arrachant le souffle. Je luttai contre le courant, nageant de toutes mes forces vers l'endroit où je l'avais vu pour la dernière fois. Le fleuve tirait sur mes bottes, mes vêtements, cherchant à m'emporter. Là, un éclat de cheveux mouillés près des rochers. Je l'atteignis juste au moment où elle refaisait surface, haletante, avalant de l'eau, les yeux écarquillés d'une véritable peur, non plus le risque calculé mais la panique pure. Je passai mon bras autour de sa poitrine et battis des jambes vers la rive, chaque mètre gagné contre la force du courant arraché à grand-peine. Derrière nous, la voix de Joseph Roningbert montait, prière ou commandement. Sur la berge, les habitants s'étaient rapprochés, leur scepticisme d'hier remplacé par une inquiétude réelle. Mes pieds trouvèrent enfin le fond rocailleux. Je hissai Ayana sur l'herbe, tout de grelottant et haletant. Elle s'effondra, toussa longuement, secouée de frissons. Joseph Roningbert s'agenouilla près de sa fille, la palpa avec l'assurance de l'expérience, puis leva les yeux vers moi avec ce qui ressemblait à du respect. La dette est équilibrée, proclama-t-il d'une voix qui porta sur la foule. Sauvetage pour sauvetage. L'obligation est terminée. Il se redressa et jeta les 4 plumes d'aigle dans le courant. Nous les regardâmes s'éloigner en spirale, emportés par la même eau qui avait failli nous prendre tous deux en d'autres saisons. Henrik Larsson parla le premier. C'est fini alors? Elle retournera parmi les siens. Joseph Roningbert posa le regard sur sa fille, qui s'était redressée, encore essoufflée mais hors de danger. Elle est libre de choisir. La dette ne la force plus à suivre ou à fuir. Ayana se leva lentement, l'eau dégoûtant de ses cheveux et de sa robe. Elle s'avança jusqu'à moi, non pas à 9 mètres mais tout près, si près que je pouvais la toucher, distinguer les paillettes d'or dans ses yeux sombres. Plus de suivi, dit-elle d'une voix rauque. Ces mots auraient dû m'apporter le soulagement. Je ressentis au contraire un vide inattendu. Sa présence constante, devenue rythme familier, me manquerait. « Où iras-tu » demandai-je. Elle leva la main, caressa doucement ma joue d'un geste intime. « Choisis, libre. »« Je bâtirai une maison, » répondit-elle, étonnant tout le monde, sur la colline qui domine ton ranch. Assez près pour te visiter, assez loin pour rester mon propre choix. Les gens du village n'aimeront pas ça. Elle jeta un coup d'œil vers Henrik et Madame Patterson, figés entre confusion et résignation. Ils apprendront à accepter ce qu'ils ne peuvent changer. Et toi, accepteras-tu? Ses yeux revinrent aux miens. Je pensais aux semaines écoulées, au mystère, à la frustration, à l'étrange fascination qu'elle avait éveillée. La dette était brisée, mais il restait quelque chose qu'aucune de nos cultures n'avait prévu. J'aimerais beaucoup, dis-je. Elle sourit alors, le premier vrai sourire que je voyais, illuminant son visage sérieux d'une chaleur radieuse. Bien, parce qu'à présent, lorsque je viendrai te voir, ce sera parce que je le veux, pas parce que je le dois. Et cela, ajouta-t-elle en s'approchant encore, si près que son souffle réchauffa ma joue, fait toute la différence. 3 mois plus tard, je pouvais voir sa maison depuis la fenêtre de ma cuisine. Une cabane nette sur la colline, d'où montait chaque matin la fumée du foyer, chaque soir, la lueur de la lampe. Elle descendait me rendre visite quand elle le souhaitait, sans distance imposée, sans obligation ancienne. La dette était brisée, la filature finie.
Mais ce qui avait pris sa place était infiniment meilleur. Un choix libre entre deux êtres qui avaient trouvé, l'un chez l'autre, quelque chose qui valait la peine d'être choisi.